Tous les ans, le 1er juillet, bon, sauf pendant la crise du Covid, c'est l'effervescence en NBA. Les finales NBA sont passées et c'est le retour de la free agency. À l'image de la trade deadline, cette période où l'on attend de savoir où les joueurs libres de tout contrat vont signer et pour combien, est devenue l'une des plus excitantes de l'année et un rendez-vous incontournable pour les fans. Mais saviez-vous que tout a commencé par un procès intenté à la Ligue par l'un de ses propres joueurs ? Ce joueur, c'est la légende Oscar Robertson, l'homme qui pendant 55 ans a été le seul dans l'histoire à avoir enregistré une saison en triple-double de moyenne. Depuis, Russell Westbrook l'a fait 4 fois, dont 3 d'affilée, et Nikola Jokic est bien en passe de réaliser l'exploit lui aussi. Bref, remontons un peu le temps. En 1965, Big O, star des Cincinnati Royals, est élu président du syndicat des joueurs fondé 11 ans plus tôt par Bob Cousy. Jamais avant Robertson, un homme noir n'avait été à la tête d'un syndicat national dans les domaines du sport ou du spectacle aux États-Unis. Et avec lui, ce que l'on va retenir, c'est que l'équilibre des pouvoirs va changer. Robertson est convaincu d'une chose, si l'on paye les athlètes professionnels aussi bien que les stars du showbiz, l'intérêt des fans va grandir et la NBA prospérer. Le temps lui a donné raison, mais en attendant, le 16 avril 1970, une plainte est déposée sous forme d'action collective devant le tribunal fédéral de New York contre la NBA et ses 14 équipes pour violation des lois antitrust, aussi connues sous le nom de Sherman Act aux US. Adoptée en 1890, celles-ci visent à favoriser la libre concurrence afin d'éviter les abus de position dominante et les monopoles, ce que dénonce le syndicat vis-à-vis de la NBA. Robertson, en qualité de président de la National Basketball Players Association, devient le plaignant numéro 1 dans l'affaire. 13 autres joueurs de l'époque sont co-plaignants, dont John Havlicek des Celtics et Wes Unseld des Bullets. Pour la petite histoire, le syndicat des joueurs est à l'époque représenté par le cabinet Weil, Gotshal & Menzies, avec James W. Quinn comme avocat principal. Ce dernier a aussi joué un rôle clé dans l'accord trouvé entre la NBA et la NBPA pour mettre fin au lockout en 2011. Quant à la NBA, elle est représentée par le cabinet Proskauer, Rose, Guts & Mendelssohn, avec un certain David Stern, devenu conseiller général de la NBA en 1978, puis commissionneur en 1984, comme avocat principal. Le projet de fusion entre la NBA et l'ABA, qui allait selon la NBPA provoquer de futures baisses de salaire, a été un élément déclencheur. Ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, car à l'époque, les joueurs sont tout sauf maîtres de leur destin. Leur carrière est d'ailleurs régie par une clause nommée réserve, qui les lie à une équipe à vie. On appelait ça les droits perpétuels. Si tu signais un contrat avec une équipe et qu'ils te coupaient, ils avaient les droits pour toujours. Tu ne pouvais aller nulle part ailleurs. Seul moyen de changer d'équipe, être transféré. Dans la foulée de l'action collective mise en œuvre par le syndicat, la justice interdit à la NBA de poursuivre son projet de fusion, tant que l'affaire n'est pas résolue. Pas à court d'idées pour passer de l'illégalité à la légalité, la NBA et l'ABA tentent de passer outre l'injonction en présentant un projet de loi au Sénat, les exemptant des lois antitrust, comme la NFL l'avait fait 4 ans plus tôt afin de fusionner avec l'AFL. Mais suite à de multiples audiences organisées par le sénateur Sam Ervin, où Robertson ainsi que d'autres joueurs de NBA et de ABA mais aussi des dirigeants et propriétaires ont témoigné, la proposition ne passe pas la commission et se voit rejetée. La procédure reste ensuite bloquée 2 ans jusqu'à ce qu'un nouveau juge se saisisse de l'affaire et statue que 1. La plainte remplit en effet les conditions requises pour bénéficier du statut de recours collectif et 2. La plainte est effectivement valable pour des motifs liés à la législation antitrust. Plus de 250 dépositions sont recueillies et ce n'est finalement que le 29 avril 1976 qu'un accord est trouvé entre la NBA, qui compte désormais 18 équipes, et la NBPA. Le tout s'est fait la veille de l'ouverture du procès. L'Oscar Robertson Rule est né, et avec elle arrive son lot de changements dans la ligue. Désormais, les propriétaires ne sont plus les seuls maîtres à bord. La fameuse clause réserve disparaît de la convention collective. Les joueurs peuvent négocier avec d'autres équipes une fois qu'ils arrivent en fin de contrat. C'est la naissance de la free agency. Les joueurs NBA auront été les premiers à en bénéficier dans le sport pro-US. Il reste des agents libres restreints. Les free agents sans restriction n'apparaîtront qu'en 1988, c'est-à-dire que leurs équipes ont la possibilité de s'aligner sur n'importe quelle offre faite par une autre franchise. Compensation en cash, joueur ou de choix de draft à la clé jusqu'en 1980 en cas de départ. Il y avait des limites, mais peu importe, c'est un premier gros pas en avant dans l'émancipation des joueurs, pour qui les salaires grimpent grâce à la loi de l'offre et de la demande. La draft évolue, elle aussi. Un joueur peut désormais décider de ne pas jouer pendant 1 an afin de se réinscrire l'année suivante, au lieu d'être obligé de signer avec l'équipe qu'il a sélectionnée, et les lycéens deviennent admissibles à la draft au même titre que les joueurs sortis de l'université. Le nouvel accord collectif, appelé CBA, inclut également des progrès en matière de déplacement, d'entraînement et de soins médicaux. Et peu de temps après, les joueurs de MLB et de NFL obtiennent des concessions similaires à celles obtenues par la NBPA pour ces joueurs. Un peu moins de 500 joueurs actifs entre les saisons 1966-1967 et 1975-1976 ont été indemnisés par la NBA pour un total de 4,3 millions de dollars, et la Ligue a également dû verser 1 million de dollars au syndicat des joueurs au titre de règlement de ses frais de justice.
Au mois de juin 1976, la fusion NBA-ABA est officialisée et 4 nouvelles équipes rejoignent la NBA: Denver, Indiana, les New York Nets, futurs Brooklyn Nets et San Antonio. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'au lieu de détruire la ligue, comme les propriétaires prétendaient qu'elle allait le faire, l'Oscar Robertson Rule a au contraire grandement contribué au développement économique de la NBA sur les années qui ont suivi. Et oui, si les joueurs NBA sont les multimillionnaires qu'ils sont aujourd'hui, c'est aussi en partie grâce à Oscar Robertson. Ça a révolutionné le basket, c'est quelque chose qui devait arriver, car pendant longtemps, les choses n'ont pas été juste dans le basket. Les propriétaires ne voulaient pas que les joueurs aient le moindre contrôle. En 1976, ça fait déjà 2 ans que Robertson, resté 9 ans à la tête de la NBPA, un record, a pris sa retraite. Paul Silas a pris la suite en 1975 et il n'aura donc jamais vraiment pu bénéficier de la règle qui porte son nom. Il aura passé 10 ans à Cincinnati avant d'être transféré aux Bucks en 1970. Durant mes nombreuses années là-bas, j'ai été victime de la draft. La draft prend les meilleurs joueurs et les met dans la pire équipe, et à moins d'avoir un excellent management capable d'assembler une équipe, tu ne vas rien gagner du tout. 12 ans plus tard, en juillet 1988, Tom Chambers entre indirectement dans l'histoire en devenant le premier free agent sans restriction de l'histoire de la NBA. Jusque-là joueur des Seattle Supersonics, le quadruple All-Star a accepté une offre des Phoenix Suns pour 5 ans et 9 millions de dollars. Bon, on était encore loin des déroulés de tapis rouge auxquels on peut assister aujourd'hui, mais quand même, il faut noter que c'était un vrai bouleversement. Ce n'était pas une négociation, ils sont venus chez moi, Jerry Colangelo m'a proposé un contrat et m'a dit « Tu as 15 minutes, sinon on se tourne vers notre prochaine option ». C'est aussi cette année-là qu'a été décidé, via la signature d'un nouveau CBA d'une durée de 6 ans au mois de juin, que la draft serait réduite à 3 tours, puis 2 les années suivantes. Et quand en 2017, lors d'une interview, on demandait à Robertson quelle équipe il aurait aimé rejoindre si la free agency avait existé à son époque, et quel joueur il aurait aimé recruter avec lui pour y aller, il répondait « Les Philadelphia Warriors de Will Chamberlain avec le Laker Elgin Baylor dans ses bagages ». Ça aurait eu de la gueule en effet. Aujourd'hui, celui qui a osé prendre le risque de mettre sa propre carrière en danger pour faire avancer les choses estime avoir une bonne, mais pas excellente relation avec la NBA, pour qui tout cela est un peu resté en travers de la gorge selon lui. J'aurais aimé avoir une meilleure relation avec la NBA, j'ai vite découvert, suite à mon implication dans l'affaire, que cela avait en quelque sorte laissé un goût amer à la NBA. Ils vous diront peut-être que ce n'est pas vrai, mais des gars avec qui j'ai joué puis d'autres plus tard me l'ont dit. Goût amer ou pas, finalement peu importe, même si c'est regrettable pour lui. Ce que l'on retiendra, c'est que grâce à Robertson et ses prises de position, aujourd'hui et dernièrement, on prend énormément de kiff lors des différentes free agencies. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.